avant de vous écouter et avant d'échanger avec chacun d'entre vous, j'ai préparé une petite introduction de 2 minutes, un poil formel, parce que franchement, on va parler de sujets relativement importants. Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 56 ans, comme vous pouvez le voir, je suis un boomer, comme on dit. Je suis papa de 3 enfants, dont Elliot. Mon fils Elliot a 21 ans. Il a arrêté ses études de bio pour faire un service civique, puis pour faire de l'animation périscolaire d'enfants en primaire. Et malgré tout, Elliot ne va pas bien. Parce que, essentiellement, il observe l'immobilisme, notre immobilisme à tous. Et nous, quand je dis nous, je parle évidemment de notre génération. En fait, Elliot a peur, il est même terrorisé. Il me dit c'est trop tard, on fait trop peu, on ne va pas s'en sortir. Vous sentez mon émotion et c'est sans doute pas la peine que je vous fasse un dessin. Les plus 1 degré, 1,5 degré sont déjà atteints. Les catastrophes s'enchaînent dans l'indifférence générale. Et nous, les entreprises, pour la plupart, on reste bloqués dans un modèle qui consiste à produire plus et plus encore. Alors je comprends la désespérance d'un certain nombre d'entre vous. Qui est-ce qui a moins de 25 ans dans l'assistance ici? Je pense que ça vous parle. Qui est-ce qui a moins de 30 ans? Voilà, quelques-uns. Donc je comprends votre désespérance. Et perso, j'ai beau avoir 56 ans, je ne me résigne pas. Mais alors pas du tout. Parce que tous les jours, je rencontre des startups qui inventent des trucs invraisemblables pour lutter contre les atteintes à la biodiversité, au réchauffement climatique et surtout accélérer la décarbonation des entreprises. Alors je ne suis pas là pour vous dire qu'on va s'enfermer dans des grottes en attendant je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais pour vous dire que les choses sont possibles et qu'on va faire bouger les lignes. Et c'est justement pour ça qu'on est là, autour de cette table. Et donc maintenant, je vais fermer ma gueule et je vais surtout vous écouter les uns et les autres. Et en commençant par une question qui est: est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Je vais commencer par toi, Andrel. Andrel, tu es en charge des sujets de décarbonation au ministère de l'économie. Après une expérience sur le terrain en région Auvergne-Rhône-Alpes ici. Et sans dire de bêtises, je crois qu'on peut dire que ces dernières semaines, le contexte réglementaire lié aux transitions climatiques et écologiques, il a été un peu secoué par des déclarations, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en France. Et le sujet de la CSRD, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a un certain nombre de déclarations contradictoires qui ont été faites à ce sujet. Pour y voir clair, j'aurais bien aimé que tu nous fasses un petit état des lieux sur le cadre réglementaire, les obligations, mais aussi les aides et tout ce que l'État peut nous permettre de faire au service de la décarbonation. Très bien. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Andrel Prieto, je m'occupe de décarbonation de l'industrie au ministère de l'économie. Peut-être avant de rentrer dans le fond de ta question, c'est utile de rappeler pourquoi, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, on devrait se saisir de cette question de la décarbonation, qui est le défi de notre siècle. Donc, tu as rappelé à travers un exemple très concret, et merci pour le partage, les raisons presque morales, éthiques pour lesquelles on devrait s'engager sur ce chemin. Mais il y a aussi des questions très pratiques, très concrètes, et business, pour parler dans le langage des entreprises. Et je vais en citer juste quelques-unes. Donc déjà, en tant qu'entreprise, on a intérêt à de la décarbonation pour mieux maîtriser ses coûts. La décarbonation, c'est quoi? C'est sortir des énergies fossiles. Et pour ça, les 2 principaux leviers, c'est réduire sa consommation d'énergie et substituer des énergies carbonées par des énergies décarbonées. Je pense que tout le monde a en tête ce qui s'est passé au moment du choc des prix de l'énergie lié notamment à la guerre en Ukraine. Choc des prix de l'énergie dont on n'est pas encore totalement sorti. Et les impacts ont été très, très concrets pour notre économie et pour les entreprises. Ça s'est vu directement dans le PNL. Donc la décarbonation, c'est aussi une manière de réduire sa vulnérabilité face à ces chocs et face à la fluctuation des énergies fossiles. Premier point. Un autre point qui me semble très important, et on pourra le détailler, c'est celui d'anticiper des obligations réglementaires. Donc on a beaucoup parlé ces derniers temps effectivement de la CSRD, cette fameuse directive européenne qui impose des normes de reporting extra-financier sur les questions environnementales et qui peut être vu de 2 manières différentes.
Soit on peut se dire, oh là là, c'est encore de la paperasse à remplir, ça, qu'est-ce qu'on vient nous embêter au niveau des pouvoirs publics, on doit cocher des cases, et puis le voir vraiment comme des cases à causer, cases à cocher. Soit on peut se dire, ok, là on nous demande de faire quelque part, on nous offre une opportunité de faire une introspection en tant qu'entreprise sur nos impacts et sur nos leviers pour agir dessus. Et donc, on va se saisir de cette opportunité pour voir comment, en interne, en collectif, on va pouvoir remettre en question nos manières de faire, notre modèle d'affaires, nos relations avec nos fournisseurs, etc., etc., pour pouvoir aller dans le sens de l'histoire, qui est le sens de la décarbonation, de la transformation écologique, et ce faisant, pouvoir être aligné avec les politiques publiques à venir. Et puis peut-être le dernier point, sur ce sujet de l'intérêt en tant qu'entreprise de se saisir de la décarbonation, c'est que ça ouvre des opportunités commerciales énormes et que c'est un enjeu de marque pour l'entreprise très fort. Et typiquement sur les RH, et on en discutait tout à l'heure avec Guillaume, l'humain, le capital humain, c'est vraiment le cœur de l'entreprise. On voit qu'il y a chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, une appétence très forte pour les sujets de décarbonation et de transformation écologique. Moi, je le vois au niveau de mon équipe, dès que j'ouvre un poste, des centaines de CV sont envoyés sans qu'on ait fait aucune publicité, juste parce que c'est de la transition écologique. Dans les entreprises qui s'orientent dans cette direction, on a une capacité à attirer et à fidéliser des collaborateurs qui est beaucoup plus importante. Attirer et fidéliser si ça suit derrière le sujet. Écoute, merci beaucoup André. Arthur, je voulais te faire réagir sur ce sujet parce que on a quand même entendu ces dernières semaines pas mal de dirigeants d'entreprises qui demandent à ce qu'on assouplisse les contextes réglementaires, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes que le réglementaire pour accélérer la décarbonation des entreprises? Évidemment, toi, qui es le fondateur de Team for the Planet, tu as inventé... Fondateurs, ouais. Pardon? L'un des fondateurs, on est L'un plusieurs. des fondateurs, pardon. Vous avez construit un modèle qui n'attend pas la régulation pour pouvoir faire bouger les lignes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et entre régulation et initiative individuelle, entrepreneuriale, est-ce que ton cœur balance? Oui, mais en fait, déjà, la régulation sert l'innovation. Enfin, c'est un peu la base aussi de l'entrepreneuriat, c'est que la contrainte fait naître l'innovation. Et c'est aussi comme ça qu'on peut faire naître des leaders et avoir des super boîtes sur notre territoire, en France, en Europe, parce qu'il y a des réglementations. Je pense à une boîte qui est d'actualité là, avec Team for the Planet et Beyond the Sea qui permet de décarboner la marine marchande. C'est parce qu'il y a une réglementation mondiale qui dit que les armateurs doivent baisser les émissions de particules fines, les émissions de CO2, qu'on peut faire sortir des innovations comme ça qui seront des très belles boîtes pour nous demain. Donc déjà, la réglementation, elle fait sens en fait pour les entrepreneurs. C'est pas que un frein. Et je pense que le plus gros problème qu'on a avec l'écologie, c'est la communication. En fait, on communique infiniment mal sur l'écologie. On est tout le temps en train de donner le sentiment que c'est une cascade de contraintes, qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir se rajouter de la difficulté. Et comme on le voit comme ça, évidemment, ça ne marche pas. Et moi, il y a un phénomène que j'appelle l'entropie humaine. En tant qu'espèce intelligente, on a envie d'aller vers un truc si ça a l'air mieux, en fait. Et là, aujourd'hui, ça a l'air horrible, ça a l'air moins bien. Et donc évidemment que les entreprises n'ont pas envie, évidemment que les chefs d'entreprise se disent vite, il faut détricoter toutes ces conneries, qu'on puisse refaire comme avant. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on comprenne ce qui est en train de se jouer. Et donc, entre elles l'a dit, il y a un enjeu de révolution industrielle en fait. C'est de la géopolitique ce qui se joue. C'est pas juste de dire on va s'éviter de vivre sur une planète à 50 degrés. Je suis d'accord que ça devrait suffire. Malheureusement, c'est pas le cas parce que les personnes morales sont plus puissantes que les personnes physiques aujourd'hui. Et donc, on est dans un carcan de normes, de règles du monde d'hier dont on hérite, qui nous bloquent et qui nous limitent en tant que personnes physiques quand on voudrait faire des trucs avec le bon sens. Donc, malheureusement, le bon sens ne suffit plus. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que ceux qui comprennent et par exemple, les Chinois, dont on parle beaucoup comme étant des gens qui s'en foutent, les gros pollueurs, etc. En réalité, eux, ils comprennent très bien le sujet. Ils ont une civilisation écologique, ils investissent énormément, beaucoup plus que nous. Et ils sont en train de faire du sujet de l'écologie un levier pour être la première puissance mondiale. Et nous, on a un peu de mal encore à communiquer sur le sujet de cette manière, alors que très clairement, et c'est ce qu'il a dit, il y a un sujet pour l'emploi, il y a un sujet pour la souveraineté, il y a un sujet pour réindustrialiser la France. Et en fait, on a toutes les billes pour le faire. Donc je pense que la réglementation, c'est presque une opportunité de pouvoir le faire correctement. Donc, et voire même une opportunité économique. Je crois que Julie, Julie, depuis 3 mois, tu es à la tête de la French Tech. Tu as un passé d'entrepreneur, tu as été créatrice de start-up. Via la French Tech, tu sais qu'il y a une opportunité économique
à se plonger de façon générale dans la Green Tech, puisque c'est un des secteurs les plus dynamiques de la French Tech aujourd'hui, hein. Bonjour à toutes et à tous déjà, et merci Guillaume pour l'invitation. Donc effectivement, j'ai envie de porter un message qui est assez positif. D'ailleurs, on est dans un événement tech ici, et la tech est un excellent moyen en fait d'apporter des solutions. Le sujet de la Green Tech, les sujets Green Tech sont en fait une part très importante de la French Tech. Je ne le savais pas, et je vais vous le dire, je ne le savais pas en prenant le poste. Je ne me rendais pas compte à quel point en fait les Green Tech sont une part importante de notre French Tech. Aujourd'hui, on a 25 000 startups globales en tout dans la French Tech en France, donc qui œuvrent, qui développent de l'innovation dans tous les domaines. Mais la Green Tech, en fait, représente 33% des montants levés par cette French Tech. Donc c'est vraiment des sujets dans lesquels on arrive à innover, dans lesquels on arrive à faire émerger des leaders. Il y a eu de très grosses levées, donc par exemple Electrac, les bornes électriques, qui a levé plus de 300 millions d'euros en 2024. Évidemment Verkor, qui est issu du territoire avec sa giga levée de 850 millions d'euros. On a aujourd'hui des startups en stade d'émergence, mais aussi de futurs leaders dans les sujets Green Tech. Et c'est d'ailleurs celles qui créent le plus d'emplois, hein, les Green Tech. Pardon ? Ce sont les startups qui créent le plus d'emplois en France, les Green Tech. Hein, donc ce sont les secteurs qui créent le plus d'emplois et qui génèrent aussi énormément de chiffre d'affaires, plus de 4 milliards de chiffre d'affaires générés par les startups Green Tech en France. Donc ce sont des entreprises qui sont pérennes, ce sont des entreprises qui sont situées partout dans le territoire. Donc Arthur, tu as parlé d'industrialisation, mais c'est un vrai enjeu pour nous en France. La réindustrialisation, la décarbonation, elle se fait et elle passe par ces Green Tech sur l'ensemble du territoire. 69% des Green Tech françaises, des startups Green Tech, sont situées dans les territoires. Donc c'est un chiffre qui est très important, et donc l'emploi se crée évidemment partout. Bon, mais c'est rassurant, pas encore, mais on va dire qu'il y a les conditions qui sont sans doute réunies pour construire quelque chose de plus ambitieux, de plus dynamique, et surtout de moins antagoniste entre le monde des affaires et les activistes. On en parlait tout à l'heure. J'avais justement envie qu'on traite ce sujet de façon plus précise. En amont de Tech & Fest, nous avons réuni dans les territoires des patrons de la décarbonation de boîtes industrielles. Et on leur a demandé quels sont vos problèmes. Je ne vais pas vous résumer tous les problèmes qu'ils ont fait remonter, mais il y en a un qui m'a marqué, c'est le plafond de verre entre les patrons de la décarbo et leur direction générale. Une énorme difficulté à faire passer les messages. Et globalement, je caricature un peu, systématiquement, quand ils arrivent avec un projet, on leur oppose la dimension économique. Ah ouais, mais ça va lutter contre notre croissance. Ah ouais, mais c'est pas rentable, etc. Ce que j'entends dans ce que vous avez dit, c'est la réglementation ouvre des opportunités. Le fait de créer des entreprises dans le domaine de la décarbonation ou de décarboner son entreprise, ça me rend plus compétitif. Je voudrais qu'on fasse un focus sur ce sujet-là, parce que franchement, c'est pas naturel du tout pour tout le monde. Et quasiment tous les jours, on nous dit arrêtez de m'emmerder avec ces histoires, ça empêche mon business. Julie, justement, les startups de la French Tech, elles lèvent des fonds, elles se développent. C'est la preuve qu'il y a une vraie opportunité business autour de ces sujets quand même, non ? Alors oui, lever des fonds, c'est bien, mais le business first, c'est l'enjeu numéro 1 des startups, quelles qu'elles soient, et évidemment des startups dans la Green Tech. Ce qui, effectivement, c'est une opportunité pour tous les grands groupes et les ETI, au travers des startups Green Tech, d'arriver justement à régler ces sujets de décarbonation, à trouver des solutions concrètes, applicables très rapidement. C'est ce que les startups proposent. C'est pour ça qu'au sein de la mission French Tech, on a lancé un programme qui s'appelle « Je choisis la French Tech », qui rapproche en fait les grands comptes, les ETI du monde des startups et de cette innovation pour leur apprendre à mieux travailler ensemble. Il y a un vrai enjeu. Ça concerne les marchés publics et les marchés privés. C'est plus de 600 entreprises dans le privé et plus de 90 partenaires institutionnels qui ont rejoint le mouvement. Aujourd'hui, ça nous dépasse. C'est vraiment un mouvement. Je choisis la French Tech. D'ailleurs, le village de décarbonation ici en est le bel exemple. Il est labellisé, je crois, Guillaume, avec plus de 50 startups qui sont issues de nos programmes de la mission French Tech qui exposent aussi ici.
c'est une vraie solution concrète pour arriver à décarboner. En fait, les startups ont des solutions qui sont implémentables rapidement. Je pense par exemple, donner un exemple, Bouygues Immobilier travaille avec une startup issue de nos programmes qui s'appelle Hoffman Ciment, qui propose du ciment décarboné. Et sur la métropole de Lyon, puisqu'on est dans la région, ils ont travaillé ensemble pour justement utiliser ce ciment bas carbone. Bon, hyper intéressant. Alors Arthur, toi, le modèle de Team for the Planet, c'est quand même de l'investissement en capital hein, dans les entreprises que vous soutenez. Est-ce que tu as la perception que, un, leur chiffre d'affaires se développe et que deux, les grandes entreprises rentrent dans la boucle et s'impliquent et qu'on va construire... Enfin bref, pendant très longtemps, on a dit start-up, c'est les licornes, 1 milliard de dollars. La rencontre entre être valorisé 1 milliard de dollars et les enjeux de décarbonation, elle n'est pas évidente, quoi. Donc, est-ce que le sujet du chiffre d'affaires, d'aider le business des entreprises traditionnelles au quotidien, c'est quelque chose qui rentre dans vos analyses et dans votre quotidien? Non, mais en fait, il faut juste qu'on se redemande pourquoi on fait des entreprises. Parce que si c'est pour transformer 1 euro en 2 euros en le mettant dans une boîte noire coûte que coûte, on est des écureuils entourés par les flammes qui font une montagne de glands, quoi. Et c'est pas hyper stylé pour l'humanité. Donc oui, bien sûr, il faut une réalité. C'est sympa les écureuils quand même. C'est sympa les écureuils, rien contre les écureuils. Non, mais oui, bien sûr, il faut qu'il y ait une viabilité économique, que les boîtes aient une réalité économique. Et personne n'a dit le contraire. Et je pense que c'était vraiment amalgamique de penser que parce qu'on fait un truc utile, alors on fait un truc qui n'a pas de réalité économique. On oppose toujours limite le bénévolat avec le fait de faire du business. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi on entreprend. Et donc nous, ce qu'on constate, c'est que les boîtes qui entreprennent avec une vraie raison d'entreprendre, avec un vrai objectif, parce qu'à la base, une entreprise, c'est des gens qui mettent en commun des moyens financiers et du temps pour les salariés pour répondre à un problème de société et solutionner un problème de société. Donc c'est là pour apporter au bien commun une entreprise. C'est ça l'objet d'une boîte. C'est pas juste transformer 1 euro en 2 euros. Et bien les gens qui ont structuré leur pensée et leur entreprise, leurs équipes avec cette vision-là, finalement, font des performances économiques très intéressantes, puisque évidemment ils font le meilleur produit. C'est ceux qui sont les plus concentrés sur, typiquement, réduire les tonnes de gaz à effet de serre. Et quand on focalise les entreprises dans cette direction, quand elles ont une mission claire qui excite et qui enthousiasme tout le monde, parce que se lever tous les matins, aller dans des bouchons et travailler 100 000 heures pour flinguer son présent et flinguer son futur, ça n'excite personne. Quand on donne une direction et un truc enthousiasmant, en fait, j'ai presque envie de dire que la viabilité économique, elle en découle, elle est évidente. Parce que quand tu as un bon produit, quand tu fais quelque chose d'utile, qui répond à un enjeu de société, les gens sont prêts à payer pour ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on réapprenne, c'est à arrêter de mettre le business model comme l'unique absolu Graal d'une entreprise. C'est un outil au service de ce que doit permettre de faire l'entreprise pour la société, quoi. Et ça, on le constate et on le voit avec Team for the Planet, en effet. Et c'est quand même très agréable, oui. Et vous le partagez, parce que je crois que dans les modèles que vous mettez en place, le fait de... arrêter de penser j'interdis, je ferme, tout est à moi, mais au contraire partager la propriété intellectuelle pour faire en sorte que les solutions développées par les entreprises dans lesquelles vous investissez se développent partout dans le monde, ça fait partie des valeurs de base, hein, je crois. Oui, c'est ça, nous on fait de la licence libre, donc c'est inspiré de l'open source, il y a des brevets, mais on peut distribuer des licences donc à n'importe qui partout sur Terre pour que les gens puissent copier et commercialiser nos innovations. Et ça permet d'avoir des marchés beaucoup plus grands, beaucoup plus robustes et donc beaucoup plus porteurs. Et c'est d'autant plus intéressant de naviguer sur ces marchés. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui vaut mieux entre avoir la moitié d'un très gros gâteau ou avoir l'ensemble d'une toute petite miette, quoi. Et en fait, c'est aussi ces sujets-là. Et là encore, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous, comme la Chine par exemple, encore une fois, qui font de la licence libre. On pourrait dire, mais ça c'est un truc, on va nous prendre notre innovation, on va y perdre. Typiquement sur les véhicules électriques, ils font de la licence libre. Ils disent, vous pouvez utiliser nos brevets et construire du véhicule électrique chinois, en échange de quoi vous vous fournissez avec nos matériaux, nos minéraux, etc. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à penser marché plutôt que juste entreprise. Et je pense qu'on est dans ce monde-là maintenant. On est dans un monde qui va très vite et il faut être capable d'innover d'abord sur les modèles d'affaires. C'est ça la première innovation. La technologie découle de l'innovation de modèle. Celui qui a le bon modèle, son innovation technologique, elle sera beaucoup plus cohérente, il ira plus vite et il sera probablement demain gagnant sur le marché qu'il adresse. Alors ça, entre elles, c'est un sujet hyper intéressant, cette évolution des modèles d'affaires. Est-ce que, vu du ministère de l'économie et des finances aujourd'hui, pardon, on dit ministère de l'économie d'ailleurs aujourd'hui tout court, est-ce qu'on a une vision de l'évolution des modèles d'affaires et est-ce que les entreprises avec lesquelles tu es en contact disent avec la décarbonation j'ai inventé des nouveaux modèles plus rentables, plus différents de ce que je faisais hier?
Ouais, c'est clair qu'on voit des réussites absolument incroyables et justement de la conquête de nouveaux marchés de la part d'entreprises. Donc, soit des acteurs existants qui du coup se décarbonent et ce faisant arrivent à être plus attractives vis-à-vis soit de leurs consommateurs si c'est du B2C, soit de leurs clients autres entreprises si c'est du B2B. Et puis aussi ces fameuses boîtes typiquement de la French Tech, de la Green Tech qui émergent. On a cité Verkor, un exemple absolument emblématique et qui arrive à lever des centaines de millions d'euros. Parce que derrière, il y a des marchés qui se comptent en milliards d'euros à conquérir. Et quelque part, tu disais tout à l'heure, ouais, on a eu ces exemples de personnes engagées dans les entreprises qui nous disaient, en fait, il y a un plafond de verre, VE2RE, que je n'arrive pas à finalement percuter, et du coup, mes dirigeants ne sont pas convaincus et je n'arrive pas à les faire passer à l'action. Je pense que ces gens-là, ils doivent aller voir leur patron, ou moi, je leur dis aux patrons, ils sont dans la salle, c'est réveillez-vous. Réveillez-vous, parce qu'on ne peut pas voir le 21e siècle et agir au 21e siècle avec les lunettes du 20e siècle. On a aujourd'hui des impacts environnementaux qui sont monumentaux et que tu citais au début, typiquement sur le climat, mais aussi par exemple sur la biodiversité, sur l'épuisement des ressources. Il y a une prise de conscience globale du sujet. Les pouvoirs publics, indépendamment des évolutions sur le court terme, on se dit ah, ben là on est en train d'accélérer un peu, là on est en train de reculer un peu, il y a une lame de fond à laquelle on ne pourra pas échapper. C'est qu'en 2050, peut-être un petit peu plus tard, on va être dans une société décarbonée, on va être dans une société beaucoup plus respectueuse des limites planétaires. Et en fait, les derniers à bouger, ce sont au niveau des entreprises qui ne vont pas réussir à s'en tirer au 21e siècle. Et donc, il faut continuer à marteler que la transformation écologique, c'est une opportunité business, c'est de l'attractivité RH. C'est mon exemple là dans les bouchons et les 100 000 heures travaillées pour flinguer notre présent, notre futur, que je trouve extrêmement parlant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça aujourd'hui au quotidien et qui font leur choix d'entreprise ou d'employeur plus généralement sur cette base-là. Et derrière, il y a des aides de l'État, et ça c'est peut-être le dernier message à passer aujourd'hui de mon côté, il y a des aides de l'État qui sont nombreuses pour accompagner cette transformation. Et une palette d'outils qui est très large, qui peut aller depuis des premières sensibilisations, ce qu'on appelle des diagnostics d'accompagnement, donc pour savoir quels sont les principaux postes d'émissions ou d'impact environnementaux dans l'entreprise sur lesquels agir, et qui vont jusqu'à des aides financières avec de l'argent sonnant et trébuchant, des subventions pour permettre de rendre rentables des projets de décarbonation qui peut-être sinon ne le seraient pas spontanément. Le temps passe hyper vite, c'est horrible parce que j'aimerais qu'on discute toute la journée, mais en préparant cet échange, on s'est dit... on attend 20 000 visiteurs sur Tech and Fest pendant ces 2 jours. La salle est pleine ici. Donc à nous tous, là, on a peut-être moyen de faire bouger les lignes. Et j'avais envie de vous demander à chacun d'entre vous, est-ce que vous auriez un conseil à donner? Parce que moi, j'aimerais bien que chacun d'entre vous ici, là, entre ce soir et demain matin, vous vous soyez dit, moi, je vais faire un truc. Un truc que je démarre demain matin. Et dans 6 mois maximum, je mesure l'impact du truc que j'ai démarré demain matin. Évidemment, ce truc, si ça peut être en faveur de la limitation de l'impact climat, ce serait quand même l'idéal. Et donc, j'ai envie de vous demander à chacun d'entre vous, est-ce que vous auriez un truc que vous avez fait ou un truc à recommander pour le public qui est là? Qu'est-ce qui s'y colle? Julie? Alors moi, c'est plutôt une approche collaborative que j'ai envie d'adopter. On ne va pas résoudre un problème complexe seul, même si effectivement c'est important que chacun mette sa pierre à l'édifice. Donc aux investisseurs dans la salle, j'ai envie de dire accompagnez vos startups, aidez-les à se transformer sur les fameux critères ESG. Aux grands comptes, j'ai envie de dire, eh bien, travaillez avec plus de startups, accompagnez-les aussi à devenir encore plus efficaces sur les critères RSE. Aux startups, développez-vous by design dès la création en pensant au sujet d'impact. Et puis évidemment, je souhaite qu'il y ait encore plus d'entrepreneurs qui créent, et ton modèle est fantastique Arthur pour ça, pour partager effectivement les innovations, pour qu'il y ait encore plus de solutions de décarbonation. Mais voilà, et le conseil du jour du coup c'est allez vous balader dans le village de décarbonation et regardez, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place et de solutions hyper efficaces à mettre en place dès demain. Voilà. Merci Julie. Arthur? Moi, du coup, j'ai envie de m'adresser aux humains dans la salle. Pas aux costumes qu'on porte tous, pas à nos déguisements de calculettes avec les PNL et les chefs d'entreprise, mais juste qu'on se dise, ça va passer vite en fait, notre crédit vie là. On est là tous à s'imaginer que tout ça va durer longtemps, mais en fait, on passe vite sur cette terre. Je pense qu'on a tous connu le moment où on perd un proche, où on se ramène... justement à notre condition très, très courte sur Terre.
et qu'on se demande juste qui on a envie d'être en fait à la fin de cette vie, parce que je crois que c'est que ça la question, c'est la seule et unique question à se poser. Donc le seul conseil, c'est posez-vous cette question pour le peu de temps qu'on a sur cette terre, qu'est-ce qu'on veut faire et qui on a envie d'être à la fin. Je pense que ça résoudra pas mal d'autres questions. Merci Arthur. Arel? Ouais, je pense que mon conseil, il est assez convergent avec ce que vous avez dit tous les deux. C'est vraiment partir du pourquoi et insister sur le pourquoi. Et le pourquoi, je pense que si vous avez été attentif au cours des 30 minutes que l'on a passées ensemble, vous pouvez sortir de cet échange avec plein de billes très pratico-pratiques. Et encore une fois, au-delà de l'éthique, de la philosophie, de notre raison d'être sur Terre, qui sont des sujets hyper importants, en tant qu'entreprise, pour mon business, il y a des raisons très concrètes et très rationnelles de s'engager dans la voie de la transformation écologique, opportunité business, attractivité RH, les aides de l'État. Donc allez-y, partez du pourquoi et ensuite le reste suivra, je pense. Génial. Eh bien, si je comprends bien, la décarbonation, ce que ça fait à l'extérieur, eh bien, ça va se voir à l'intérieur demain, à l'intérieur de nous, chacun des humains, et puis à l'intérieur de notre boîte. Donc allez-y, bougez-vous les fesses. Démarrez, encore une fois, un truc. Dites-vous un machin que je peux démarrer demain. Comme l'a dit Julie, il y a 50 startups qui ont 50 solutions qui sont juste au bout là-bas. Et puis il y en a plein d'autres sur le stand de la French Tech, il y en a sur le stand de la région. Allez-y, regardez, c'est dingue. Ça fait beaucoup de bien et c'est facile à mettre en œuvre, ou en tout cas à démarrer.